On a l'impression de débuter un film d'Hitchcock. Voilà, c'est tout à fait l'ambiance qu'on a vécue. Jeudi matin, 8 février 2001 à 8h10, le corps d'une adolescente de 14 ans est découvert en contrebas d'un chemin goudronné qui mène à la ferme de la Glazière, dans le petit village des Écrennes en Seine-et-Marne. Vêtu d'un pyjama rose couvert de sang, le corps de la victime est lardé de coups de couteau. On voit qu'elle est encore en pyjama, pieds nus. D'où elle vient, pourquoi elle est là à cette heure-ci, est-ce qu'on nous l'a déposée? Ma première peur, je me suis dit, j'espère que c'est pas un tueur en série. Ça a été mon premier réflexe de penser ça. Parce que là, vraiment, on a tout de suite compris qu'on avait affaire à un meurtre d'exception. Les enquêteurs de la brigade de recherche départementale de Melun gèlent immédiatement cette scène de crime et font leur première constatation. Les techniciens en identification criminelle ont pris la scène de crime en compte. Ils vont commencer par s'intéresser au corps. Le corps se trouve dans un chemin qui va de la ferme à la route départementale. Le corps se situe à environ 300 mètres du corps de ferme. Je crois me souvenir que les premiers comptages faisaient part de plus d'une quarantaine de coups de couteau. Le crime était récent, c'est certain, vu la victime était relativement fraîche, je dirais. À 2,50 m du corps, les techniciens en identification criminelle font une étrange découverte. Un masque de déguisement en latex rouge qui représente un visage de diable. Le masque n'est pas tout à fait découvert à côté du corps, il est à quelques mètres. Il est encore sur la partie goudronnée de la route. Il est tout de suite photographié, mesuré et tout, mais tout de suite placé sous scellé et mis dans une boîte particulière pour être envoyé tout de suite en analyse. On découvrait une scène de crime horrible. Ce masque nous a tous horrifiés, hein, tous les enquêteurs et les témoins qui l'ont vu. On se dit que si c'est un tueur en série, il faut qu'on le trouve rapidement. La victime est identifiée par l'employé agricole qui a découvert le corps. Alors en fait, c'est quelqu'un qui va travailler à la ferme, qui y va tous les jours, qui nous identifie formellement cette jeune fille comme étant Priscilla Ciatti, la fille d'un couple qui habite dans la ferme, les seuls occupants de la ferme. Et manifestement, de nombreux indices nous permettent de dire que la personne venait du corps de ferme. Et c'était des traces de sang, des traces de pas et des traces de pneumatiques qui apparemment nécessitaient un travail plus approfondi. Et donc là, j'ai décidé de monter vers la ferme, aller voir ce qu'il y avait dans cette ferme. On n'y était pas encore allé, il y avait beaucoup de temps qui s'était passé, mais il fallait s'occuper de la scène de crime, la protéger, et donc on n'est pas monté tout de suite sur la ferme. Donc moi, je me suis dirigé tout seul, en regardant, en écoutant, pour voir un petit peu ce que j'allais y trouver. J'ai fait le tour de la maison qui nous intéressait, la maison des Ciatti, en passant par l'extérieur de la ferme. J'ai trouvé des traces de pas et j'ai vite constaté qu'un carreau avait été cassé à l'arrière. La maison vide, sans lumière, a été pénétrée par effraction. Et sur l'autre façade, l'enquêteur découvre une fenêtre grande ouverte par laquelle la chaleur s'échappe encore au dehors. C'est une deuxième scène de crime, à protéger d'urgence. Les parents de la victime sont rappelés à leur domicile. Ils révèlent aux enquêteurs l'emploi du temps de la famille. Chaque matin, ils partent travailler vers 6h30 et c'est le quart de ramassage scolaire qui vient chercher Priscilla vers 8h pour l'emmener au collège. L'adolescente passait donc plus d'1 heure seule dans la maison pour se préparer. Pour pouvoir poursuivre les constatations au domicile, on ne pouvait pas, au vu de ce qui s'était passé dans un premier temps, laisser la famille Ciatti récupérer son domicile. Donc les techniciens, comme ils n'avaient pas terminé leur constatation, on a demandé aux Ciatti d'aller chez des amis. C'est dans la maison que l'auteur du crime a surpris sa victime. Premier indice, une empreinte de pas fraîche sous la fenêtre fracturée. Un élément précieux, soigneusement photographié par les techniciens en identification criminelle, qui effectuent ensuite un moulage en plâtre de l'empreinte. On fait le moulage de cette trace, et comme ça, après, si on trouve des chaussures chez X potentiel auteur présumé, on peut faire une comparaison.
Et dans la comparaison, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver les défauts caractéristiques d'une chaussure. Sur une chaussure neuve, vous n'avez pas de défauts. Automatiquement, sur une chaussure qui est légèrement usée, on retrouve des défauts qui sont inhérents à la chaussure. Avant de trouver le même défaut sur une chaussure multiplié par X millions, c'est quasiment impossible. Avec ce moulage, les gendarmes possèdent une information précise sur le meurtrier. Ils s'intéressent ensuite à la fenêtre fracturée. Le carreau a été recouvert de scotch avant d'être brisé. Un procédé bien connu des enquêteurs qui rappelle les méthodes des cambrioleurs. On scotche, on donne un coup de coude ou un coup d'un objet contendant. Ça permet à l'auteur de pénétrer à l'intérieur de l'habitation sans faire de bruit. Donc c'est photographié, c'est mesuré bien sûr. Et ensuite le scotch est prélevé, conditionné pour une exploitation qui permettra soit de découvrir des empreintes digitales, soit des fibres ou des poils qui ont pu se coller sur la surface collante, ou alors éventuellement un profil génétique qui pourrait être sur le scotch. Les constatations extérieures terminées, ils peuvent maintenant pénétrer à l'intérieur de la maison. On rentre dans la pièce où étaient les fractions et on s'aperçoit qu'il y a de la terre. On voit un espèce de cheminement dans la maison. C'est comme si l'auteur nous disait que moi je suis passé par ici, je suis revenu par là et je vais là. En analysant les traces et indices laissés dans la maison, le scénario du crime se dessine clairement dans l'esprit des enquêteurs. La personne est entrée par la chambre de Jennifer, la sœur de la victime. Ensuite, a été dans la cuisine pour couper le compteur électrique. Ce qui va permettre à l'auteur d'être dans le noir et de surprendre sa victime qui, elle, est encore au lit. Priscilla, elle entend quand même le bruit. Elle sait qu'il y a quelqu'un dans la maison. Elle prend peur et elle va se réfugier dans la salle de bain. On s'aperçoit que, manifestement, l'auteur des faits a essayé de passer par-dessus le muret qui sépare la salle de bain des toilettes. Et Priscilla, visiblement, va sortir de la salle de bain. Et c'est là que, visiblement, elle part dans la salle à manger, par où elle va s'enfuir par la fenêtre. Compte tenu des déplacements dans la maison, les enquêteurs sont persuadés que l'auteur connaissait les lieux. Ils s'orientent vers la piste d'un familier. Une hypothèse renforcée par le créneau horaire auquel le crime a été commis. Il n'y avait plus personne dans la ferme. Donc il y avait les parents qui partaient au boulot à 2 heures différentes. Donc là, l'auteur sait que Priscilla est toute seule. Alors que les constatations s'achèvent, les résultats de l'expertise ADN réalisée en urgence sur le masque de diable sont communiqués aux enquêteurs. Après observation de ce masque, il s'est avéré qu'à l'extérieur, il y avait plusieurs traces brunâtres qui se sont avérées être des traces de sang. J'ai déterminé une empreinte génétique de femme qui, par la suite, s'est avérée correspondre à celle de la victime, Priscilla Ciatti. Et à l'intérieur du masque, j'ai déterminé sur plusieurs prélèvements au niveau du front, des yeux, du nez, de la bouche, des tempes, du menton, une empreinte génétique masculine, la même, mais je n'avais pas encore à ce moment-là d'éléments de comparaison. Il n'y avait aucun autre ADN, il n'y avait pas de tierce personne au niveau de ces empreintes génétiques. L'autopsie est pratiquée par le docteur Vorroer le vendredi 9 février à l'Institut médico-légal de Paris. Le comptage des plaies fait état de 60 coups de couteau. Les premières plaies ont été portées dans le dos en particulier, et profondes d'ailleurs, pénétrantes, puisqu'il y a eu une blessure de l'aorte. Et ensuite, il y a eu des plaies de face, si je puis dire, et d'autant plus des plaies de défense, puisque la victime a saisi le couteau qui était brandi vers elle, puisqu'on retrouve ces plaies au niveau de la paume de la main. Et donc ensuite, il y a une distribution, entre guillemets, de très nombreux coups de couteau au niveau du cou et du thorax. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? Wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? You know it's gonna make it that much better when we could say goodnight and stand together. Une activité pro sans site web pro? Mais pourquoi? Trop d'articles en stock et pas de boutique en ligne? Mais pourquoi? Un site web qui vous prend beaucoup de temps? Mais pourquoi?
Utilisez les outils d'IA intelligents de Yonos pour créer votre site en quelques secondes et booster votre réussite en ligne. Yonos, domaine, site internet, cloud. Alors, à l'examen d'une plaie par arme blanche au niveau du revêtement cutané, on peut voir le côté, un côté arrondi qui correspond à une lame à bord arrondi supérieur et à bord tranchant effilé inférieur. Donc ça nous donne une idée de la nature de la lame. C'est une arme blanche qui peut évoquer un couteau banal, un couteau de cuisine, si vous voulez. C'est pas un couteau de chasse, c'est pas un poignard. Ce n'est pas un couteau à cran d'arrêt parce que les lames sont plus fines, plus effilées. Ce n'est évidemment pas une hache. Hein. Vous voyez, c'est par élimination qu'on va procéder. Vous avez 60 coups de couteau dans des régions très diverses. Et donc, il y a un facteur d'acharnement, de dérèglement de la part de l'auteur. Donc là, il y a un facteur psychiatrique qui se rajoute. La victime est donc morte d'une hémorragie massive. Elle a reçu 60 coups de couteau répartis sur le thorax. L'arme du crime est une lame à un côté tranchant et à bout pointu qui mesure 11 à 12 cm de long minimum et 20 à 25 mm de haut. Les coups ont d'abord été portés de dos et ensuite de face. La victime n'a subi aucune violence sexuelle. C'est une enquête qui paraît très difficile dès le départ et le temps joue contre nous. Là, on n'a pas une minute à perdre et on a obligation de résultat. Et là, on commence à lancer les auditions de témoins. Tout renseignement nous intéresse. On part dans toutes les directions. Les gens savent très vite qu'une adolescente a été assassinée dans les conditions que l'on connaît. Et des renseignements arrivent à la brigade du Châtelet et là, on vérifie tout. On va voir les gens qui ont vu quelque chose, une voiture suspecte, un individu dans un abri de bus qui n'avait rien à y faire, tout est vérifié. Mais le mobile du crime est obscur. Le meurtrier n'a rien volé dans la maison et Priscilla est une adolescente de 14 ans qui fait l'unanimité dans son entourage. Sur la victime, on apprend dans les premières heures de l'enquête, c'est une gamine de 14 ans qui est la quatrième d'une fratrie, elle a 2 frères et une sœur, mais qui ne vivent plus au domicile. Il y a un gros décalage, un gros écart d'âge entre Priscilla et ses frères et sœurs. C'est une gamine qui est douce, intelligente, drôle, gaie, qui est en 4e dans un lycée de Châtelet-en-Brie. C'est une enfant qui ne pose pas de problème particulier, qui est pas issue d'un milieu particulièrement favorisé, des parents modestes. Je crois que son père était jardinier, sa mère était secrétaire dans une boîte d'informatique. Ils vivaient là tous les 3 dans cette maison qui avait, je crois, été mise à leur disposition par l'employeur d'elle ou de lui. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs vont apprendre qu'il se passe des choses bizarres dans cette ferme de la Glazière depuis quelque temps. Ses parents auraient constaté que les chaises du mobilier de jardin bougeaient à peu près toutes les nuits. C'est-à-dire qu'ils les rangeaient le soir et le lendemain matin, elles avaient changé de place. Des chaises qui se déplacent toutes seules, mais aussi un carreau qui a déjà été 2 fois la cible d'attaque. Drôle de coïncidence, c'est justement ce même carreau qui a été fracturé le jour du meurtre. Une autre fois, la lanterne au-dessus de la porte d'entrée avait été cassée. C'était bizarre. Au moins à 3 reprises, ils ont pensé qu'ils avaient été victimes de tentatives de cambriolage. Pourtant, en y regardant de plus près, ces événements étranges semblent plus particulièrement dirigés vers Priscilla. Assez rapidement, on a su que la gamine était assez tourmentée ces derniers temps. Elle évoquait des appels téléphoniques anonymes, des menaces. On la menaçait au téléphone. Elle avait vu quelqu'un rôder. Elle a vu une forme humaine rôder autour de chez elle. Le matin, quand elle se préparait justement, quand les parents étaient partis. Elle en avait parlé à ses copines. Elle leur avait dit qu'elle avait peur, qu'elle se sentait terrorisée. Elle leur a dit « J'ai la trouille, je sens que je suis épiée, je sens qu'on me surveille. Vous allez voir, un de ces jours, vous allez toutes venir à mon enterrement, c'est horrible. » Mais ces inquiétudes, Priscilla ne les avait confiées qu'à ses amis, jamais à ses parents. Une avancée significative de l'affaire, c'est la sœur de la victime qui appelle le directeur d'enquête et qui lui dit « Voilà, moi, il y a
quelque chose que je tiens à vous signaler. Vous nous avez envoyé chez les amis parce que vous avez besoin de faire des constatations à notre domicile. Et là, notre ami se justifie, alors qu'on ne lui demande rien, que ça ne peut pas être lui parce qu'il était sur Paris. Et là, elle a été sidérée parce qu'elle est tout sauf stupide. Pourquoi il me donne son alibi alors que d'une, je lui demande rien. Puis bon. Et à partir de là, il s'est mis une mécanique en place dans sa tête. Elle en a parlé à, je crois, un de ses frères. Et le frère Steve va dire à sa mère, écoute maman, si t'en parles pas aux gendarmes, moi c'est simple, je prends ma carabine, j'y vais, je lui fais la peau. La mère s'affole, évidemment, en parle aux gendarmes. Et les gendarmes tiltent tout de suite. Alors moi, je suis en pleine audition de témoin à quelques kilomètres de là, et le directeur d'enquête m'appelle. Il me fait part de ce que vient de lui dire Jennifer, et il me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, je lui dis « Il faut tout de suite aller le chercher. » Didier Leroux, 38 ans, marié, 2 enfants. Ce boulanger père de famille se retrouve tout à coup au centre de l'enquête. Pourtant, Leroux n'a pas vraiment la carrure d'un meurtrier. C'est quelqu'un qui ne pose absolument aucun problème, qui est parfaitement bien considéré par son entourage. C'est quelqu'un de vraiment sans histoire. Il est gentil, serviable, très travailleur. On le décrit comme très courageux. Il est boulanger, il se lève à l'heure où les gens vont se coucher. Et il travaille toute la nuit. C'est vraiment quelqu'un qui se donne au travail et qui ne rechigne pas. Bon, il a échoué, je crois, 2 ou 3 fois à son CAP de boulanger. C'est pas une lumière, hein. Mais en même temps, c'est un bon ouvrier. D'ailleurs, quand on a sa patronne en ligne, elle nous dit « Mais c'est pas possible, vous faites votre fausse route. Il est incapable de tuer quelqu'un, c'est quelqu'un de très bien. Vous devriez vous occuper vraiment des vrais délinquants. » Il a l'air généreux aussi, il donne beaucoup aux autres en apparence, puisque il vient souvent chez les Ciati pour donner des pains au chocolat, des croissants pour les enfants. Il amène du pain, il fait pas payer. Un homme d'autant plus difficile à soupçonner que les 2 familles sont très proches. Une amitié née 7 ans auparavant, à l'époque où ils habitaient le même lotissement. Donc Priscilla, à ce moment-là, doit avoir 7-8 ans. Ils sont voisins avec la famille Leroux, hein, donc les Ciati et les Leroux sont voisins. Et les Leroux ont une petite fille qui a 1 an à peu près. Et Priscilla va s'intéresser à cette gamine. Elle joue avec, au point d'ailleurs qu'elle va finir par s'en occuper. En fait, c'est une espèce de grande sœur. Donc elle est très souvent chez les Leroux. En réalité, comme les liens vont se tisser à partir du moment où Priscilla va prendre l'habitude de jouer avec Marion, les années vont passer, elle va rester très habituée chez les Leroux. Et bien évidemment, ça crée un rapprochement. Ils sont voisins, donc les parents vont finir par se croiser, se rencontrer et devenir des relations. En un premier temps, ça a débouché sur une histoire d'amitié. Enfin, ils deviennent amis. Hein. Les 2 couples sont des couples amis. On se fréquente assidûment et on fête Halloween, on fête Noël. On fête le Nouvel An ensemble. Toutes les réunions familiales, en réalité, retrouvent ces 2 familles réunies. Mais Leroux est d'un tempérament taciturne, du genre introverti. À la lumière des révélations de l'enquête, le doute s'insinue. Selon vous, d'où vient le bœuf de ces raviolis? À droite, chez Intermarché, le bœuf vient de l'Union européenne. Chez Leclerc, le bœuf vient d'Europe. Et chez U, le bœuf, lui, est origine France. Ça doit faire une différence au niveau du prix, ça, non? Alors, 1,53 € chez U, aucune différence de prix avec Leclerc, et même moins cher qu'Intermarché. Finalement, comparer le prix, c'est bien, mais comparer l'origine des ingrédients, c'est pas mal aussi. Des valeurs fortes et des prix bas. Coopérative U. Personnalité de cet ami. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui à part qu'il travaille? Pas grand-chose en fait. Il est marié, il a 2 enfants, il a un travail, il a acheté une maison à Écrennes.
Il gagne sa vie, enfin, je veux dire, oui, il est insoupçonnable. En faisant son environnement, ce qu'on appelle l'environnement police-gendarmerie, on apprend qu'une plainte a été déposée à son encontre pour des comportements à caractère sexuel à Dannemarie-lès-Lys, là où il habitait avant. Le vernis de respectabilité du boulanger s'écaille. D'autant que, comme chaque jeudi, Didier Leroux était en repos le jour du crime. Non pas de certitude, mais il y a un certain nombre d'éléments, un faisceau de présomption, on va dire. D'abord parce qu'il pense que c'est un proche. Or, Leroux est un proche. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse parfaitement les lieux, parce que quand on voit la façon dont l'agression a eu lieu, la façon dont il a pénétré à l'intérieur de cette maison, il fallait connaître les lieux. Et il y a son passé judiciaire. Il a 2 toutes petites condamnations, mais qui existent pour exhibitionnisme. Bon, donc ça fait quand même des petits éléments qui font qu'il n'est pas tout à fait inutile d'aller rendre une visite de courtoisie à ce monsieur Leroux. C'est ce que les gendarmes vont faire, donc, le 10 février. Quand on arrive chez lui, on frappe à la porte, il nous ouvre. Il est avec ses 2 enfants. Sa petite fille est en train de faire un dessin sur la table. Le petit dernier est dans ses jambes et ne nous pose aucune question. On est surpris de... on lui explique pourquoi on vient, mais il n'a aucune réaction. Il laisse faire. Et il exécute tout ce qu'on lui dit, c'est-à-dire on lui dit il faut venir avec nous dans telle pièce, il vient, et il est là, il ne bouge pas, et il fait ce qu'on lui dit. On était 4 enquêteurs à ce moment-là, et je crois qu'on a ressenti tous les 4 la même chose. On savait que c'était la personne qu'on cherchait. Son comportement, et puis, je ne sais pas, l'intuition peut-être. Lorsque cette perquisition a été effectuée par les enquêteurs, j'ai voulu assister à celle-ci car, comme vous le savez, on avait découvert des traces de pas, de semelles. Et tout de suite, on s'est attaché à faire toutes les chaussures, à retourner les chaussures, voir les semelles, si ça pouvait correspondre. Et effectivement, on a retrouvé tout de suite les chaussures qui pouvaient correspondre. À un moment, on prend une paire de tennis et on s'aperçoit que la semelle est meulée. Mais la mauvaise partie, parce que la partie qui était vraiment caractéristique, suite au moulage que nous avions effectué, ressortait dans ces chaussures. Et c'est vrai qu'on a pu retrouver des éléments sur le moulage et sur la chaussure qui nous permettaient de dire que c'était cette chaussure-là. Le plus gros élément, c'était les chaussures. Elles portent des traces de sang et elles ont été meulées. Ce qu'on voit encore correspond parfaitement aux traces qu'on a découvertes dans la ferme. Ça peut être que les chaussures de l'auteur. Donc uniquement avec les baskets, déjà, entre parenthèses, il est mort. Les preuves s'accumulent. Dans le garage de Leroux, les enquêteurs saisissent une ponceuse sur laquelle apparaissent des marques de gomme. Les analyses qui ont été faites sur le scotch, qui était donc imposé sur le carreau afin de le briser en silence, ont permis de déterminer que ce scotch avait été manipulé avec des gants, genre sur lesquels on trouvait des petits losanges au bout des doigts. Donc l'auteur portait ce genre de gants. Et lors de la perquisition, on va retrouver un conditionnement d'une boîte de 10 paires de gants, sauf qu'il en manquera une. Ils vont trouver un masque de vieillard, qui n'a rien à voir avec le masque qu'on a retrouvé sur les lieux du crime. Mais la présence de ce masque, je ne sais pas, moi j'ai pas de masque chez moi, je ne sais pas si vous en avez, mais c'est pas du meilleur effet. Hein. Dans le contexte de l'enquête, il y a mieux. On fait même des prélèvements au niveau de la tuyauterie. On va prélever l'eau qui se trouvait dans les siphons. Vous pouvez découvrir du sang, du sang lavé, ensuite des poils, des fibres, qui peuvent fournir des vêtements de la victime ou de l'auteur, des vêtements de la victime, et qui sont dans le siphon, quoi. Ça laisse une trace, un passage. Donc on récupère cette partie de siphon qu'on met dans un bocal qui ensuite part en analyse. Effectivement, on peut, nous, experts, espérer trouver une empreinte génétique à partir de cellules sanguines qui resteraient dans les siphons des lavabos. Une personne a pu nettoyer des traces de sang ou se laver et donc laisser du sang de sa victime dans ce siphon. Mais il n'y aura pas forcément une coloration rougeâtre de l'eau parce qu'elle sera diluée. Mais malgré tout, on peut quand même
trouver dans certains cas une empreinte génétique exploitable. Les prélèvements effectués sur le siphon n'apporteront aucune preuve supplémentaire. De toute façon, les enquêteurs ont déjà largement de quoi incriminer Leroux. Des chaussures dont les semelles correspondent parfaitement à l'empreinte relevée sur la scène du crime, la ponceuse que Leroux a utilisée pour meuler ses semelles, la paire de gants de ménage manquante, le masque de vieillard, une paire de jumelles à vision nocturne. Didier Leroux est placé en garde à vue à la brigade de Châtelet-en-Brie le samedi 10 février 2001 à 23h. On est à 2 enquêteurs pour l'entendre. Il répond à nos questions. On essaie de lui poser des questions sur sa vie intime. Il répond. On essaye de voir un petit peu ce qu'il vit avec la famille Ciati. Il répond. Il va nous raconter sa vie. On va apprendre que ça va pas trop bien dans son couple, que sa femme lui reproche d'être trop proche justement de la famille Ciati. Donc on a le lien entre les deux familles. Sa femme ne lui cause pratiquement plus. Et en allant chez les Ciati, il s'aperçoit que Priscilla s'intéresse à ce qu'il fait. Alors ça peut être des gâteaux, ça peut être n'importe quoi, elle s'intéresse. Il nous parle de Priscilla. Il parle de Priscilla, il explique qu'il est amoureux d'elle. Et au fil des phrases, on s'aperçoit qu'en fait, il est très amoureux d'elle. Il se fait complètement des films. Il nous a raconté qu'il voulait partir vivre dans je ne sais plus quel pays, qu'ils avaient prévu ça tous les deux depuis longue date. Leroux affirme donc qu'il vivait une véritable relation amoureuse avec Priscilla. Pour les enquêteurs, c'est surtout un premier élément sur le mobile du boulanger. Et ensuite, au bout de 17h30, on a commencé à parler des indices qu'on avait découverts, notamment cette fameuse paire de chaussures. On a fait avancer la situation en lui expliquant que des chaussures, quand on marche, elles ne s'usent absolument pas de cette façon. Elles étaient usées, on voyait très bien la trace de la disqueuse. On lui a dit, mais c'est pas possible, ça. C'est pas une usure normale d'une chaussure, ça a été fait avec une disqueuse. Et on avait trouvé la disqueuse à son domicile. Donc, on lui a dit, c'est quoi ça? Il faut nous donner une explication. Et là, à un moment donné, en un quart de seconde, il a basculé en avouant que c'était lui l'auteur, qu'il était amoureux de Priscilla, qu'il la voulait pour lui et qu'il a fini par la tuer. Mais Didier Leroux déclare qu'il n'avait absolument pas l'intention de tuer Priscilla. Ce matin-là, il serait simplement venu pour lui déclarer son amour. Le masque et le couteau ne devaient servir qu'à effrayer l'adolescente pour mieux la faire succomber. Il voulait qu'elle perde conscience, qu'elle se réveille et qu'elle s'aperçoive que c'était lui qui était en face d'eux. Et il aurait pu lui dire enfin qu'il l'aimait. Il nous a indiqué qu'il s'était inspiré d'un film que tout le monde connaît, Scream. Sauf que le masque était encore pire que celui de Scream. Leroux prétend qu'il a perdu la tête lorsque Priscilla s'est enfuie. Mais les enquêteurs ne croient pas à ce scénario sentimentalo-accidentel. De nombreux éléments prouvent que Leroux avait métier. Comment fait-on pour que ce qui a un prix à gauche soit un prix bas à droite? Eh bien, on travaille ensemble. C'est la rencontre entre une coopérative d'agriculteurs et une coopérative de commerçants. Un partenariat qui permet d'accompagner les éleveurs français vers des méthodes plus respectueuses du bien-être animal, tout en améliorant leur rémunération. Et grâce à nos 6000 producteurs partenaires, nous vous proposons déjà plus de 700 produits U engagés avec nos agriculteurs à prix bas, comme ce jambon U à 1,39 €. Des valeurs fortes et des prix bas. Coopérative U. Ce qu'il vous faut en ce moment, c'est faire des économies de carburant. Dacia Bigster hybride, jusqu'à 40% d'économie de carburant et 950 km d'autonomie sans faire le plein. Passez à l'hybride avec Dacia Bigster à partir de 29 990 €. Portes ouvertes du 11 au 15 juin. Méticuleusement préparé son crime et son alibi. Depuis plusieurs semaines, il avait dit à sa femme, alors que c'était son jour de repos, je te préviens, tel jour, jeudi 8 février, je dois aller à la... Donc j'ai besoin d'être seul. Il faut mettre les enfants chez la nounou. C'est ce qui a été fait par son épouse. Il avait donc prévu la date. Ensuite, il prépare tout. Le masque,
le couteau, le scotch, les gants. Il emmène tout le matériel. Puisque la préméditation semble avérée, il s'agit donc d'un assassinat. Le crime le plus grave en droit français. À la fin de la garde à vue, on sait comment il a agi, c'est-à-dire qu'il avait préparé son acte depuis longtemps. Tout est bouclé, il n'y a plus qu'à attendre les preuves formelles, je dirais, de la police scientifique. Les comparaisons ADN sont sans surprise. L'empreinte génétique de Didier Leroux correspond bien à celle trouvée à l'intérieur du masque sur la scène de crime. Alors c'est très probable de trouver ces deux traces associées, puisqu'on peut dire qu'en fait, on peut affirmer là que c'est Monsieur Didier Leroux qui portait ce masque, et de trouver des projections de sang de la victime à l'extérieur de ce masque, ça confirme le fait qu'ils ont été en contact et en rapport, et contact suffisamment près pour que les projections de sang puissent se retrouver sur ce masque. Les preuves sont là, mais le mobile de l'assassinat reste difficile à déchiffrer. Comment Didier Leroux est-il tombé amoureux de la fille de ses voisins? Et pourquoi a-t-il finalement décidé de la supprimer? Pour comprendre, il faut remonter à la genèse de ses sentiments. À l'époque, Priscilla a 12 ans. La relation entre Priscilla et Didier Leroux va évoluer au fil des années parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble en réalité. Et aussi du temps lorsque la femme n'est pas là. Et très curieusement, alors que bon, ça paraît ahurissant comme ça, mais c'est pourtant comme ça que ça s'est passé, dans l'esprit complètement dérangé de Leroux, va naître une attirance. Elle est même pas formée, elle est comme toutes les ados de 12 ans, de taille moyenne. C'est vrai qu'elle est très jolie, mais en même temps, elle est coiffée de façon très sage. Elle a une queue de cheval, un chouchou, ou les cheveux laissés au vent. Et voilà, elle n'a pas de tenue affriolante, elle n'est pas effrontée. C'est pas une gosse provocatrice. Non, c'est juste une gosse. Elle n'a pas résolu son Oedipe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reste avec le fantasme de désirer quelque chose qui est interdit. Il n'a pas accompli ce fantasme, mais le fantasme est resté actif. Tout chez Priscilla est interprété comme le fait qu'elle partage son propre fantasme. Dans les scènes de la vie de tous les jours, il y a des façons d'interpréter les choses. Lui les interprète à sa façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va lui amener un café. Et elle lui tourne son sucre dans le café avec la cuillère. Geste naturel, presque normal pour 99,5% de la population française, du moins je l'espère. Lui, dans sa tête de dingue, pense que c'est un geste d'amour. Il imagine qu'elle se comporte comme une petite femme, comme justement ce que sa femme ne fait pas, parce que sa femme ne lui fait pas le café. Mais Priscilla, elle, ce matin-là, et c'est peut-être son malheur, lui a fait du café, lui a mis un morceau de sucre dans la tasse et a touillé, comme il dit, le café. Donc il met en parallèle sur une balance les gestes de Priscilla et les gestes de sa femme. 12 ans, 40 ans. Et c'est quelque chose qui va, à ce moment-là, créer un déclic chez lui. À partir de cette histoire de café, il va construire une relation amoureuse avec cet enfant. Mais cet amour est loin d'être platonique. Didier Leroux désire physiquement Priscilla. Alors le couple premier que Leroux forme avec sa femme, on n'en sait pas grand-chose. On sait juste que sa femme n'a pas les attentions que Priscilla a pour lui. Le couple était dans un état d'échec au moment des faits, essentiellement lié à leurs horaires. Elle était secrétaire, partait le matin et revenait le soir vers 18h. Lui allait se coucher à 20h, 20h15. Par conséquent, il y a ce deuxième couple qu'il imagine, qu'il fantasme, qui est lui et Priscilla. Et il dit une chose un peu étrange, on vivra ensemble et on vivra mieux. Chez Monsieur Leroux, de façon permanente et durable depuis très longtemps, il encaisse des coups. Mais depuis un certain nombre de mois, et même peut-être depuis 2-3 ans, il encaisse des coups partout.
Il encaisse des coups dans sa vie professionnelle. Il est surchargé de travail, il fait des heures supplémentaires, il travaille 12 heures par jour, il se lève à 1h du matin, il dort 4 heures par nuit. Il est sous le coup de tensions conjugales fortes. Il y a un blocage de la communication avec sa femme. Sa femme le délaisse, le met à distance. Donc il se sent abandonné. Et puis alors, il y a Priscilla. Dans son désert affectif, dans son désert de tout, la seule qui illumine sa vie, c'est elle. Il parlera également d'un fantasme, il se met en situation, il se surprend à espérer, à rêver qu'elle l'observe lorsqu'il est nu dans la salle de bain par le trou de la serrure et se laisse aller à quelques gestes pour libérer son propre plaisir. Voilà où on en est. Leroux est persuadé qu'il y a un échange, bien sûr. Il dit, mais bien sûr, elle le savait. Je lui disais, elle était au courant, puisque elle venait, elle rôdait, elle me cherchait. Et il ira même jusqu'à dire, à un certain moment, elle m'aguichait. La gamine aime les gâteaux, elle voit un type qui fait des gâteaux, elle s'intéresse à ce type qui fait des gâteaux. Alors est-ce que parce qu'elle le regarde et qu'elle lui fait un grand sourire ou un petit bisou, on peut pour autant, quand on est un esprit normal, imaginer que l'enfant de 10 ans ou de 12 ans nous aguiche? Leroux croit dur comme fer à son histoire. Anecdote à l'appui, il est convaincu que Priscilla partageait ses fantasmes. Il va relater notamment quelques épisodes que sûrement Priscilla n'a pas vécu du tout de la même manière. Hein. Mais un jour, ils étaient chez lui, Leroux faisait un gâteau et une crème. Et Priscilla l'aide dans les préparations et puis va goûter, comme souvent font les gosses. On met le doigt dans la casserole et puis on goûte. Et pour lui faire goûter, peut-être pour savoir s'il y a assez de sucre, assez de farine, je ne sais pas, elle va mettre le doigt dans la gamelle et puis elle va lui tendre le doigt pour qu'il suce le doigt. Et là encore, geste naturel, je dirais, d'un père qui fait ça à sa fille, lui pense que par ce geste est sexué. C'est la projection du fantasme, c'est l'attitude interprétative et c'est la responsabilisation de Priscilla dans l'érotisation du lien. C'est l'image d'une fellation, évidemment, que Priscilla serait, selon lui, prête à lui faire. C'est ce qu'il désire, parce que veut l'enfant. Donc, vous voyez, il y a une méprise totale. Bien. Ensuite, il va prendre l'habitude de faire des gâteaux plus systématiquement. Là, c'est plus Priscilla qui lui demande, mais c'est lui qui décide de les faire parce qu'il veut lui faire plaisir, soi-disant. Il lui fait notamment une énorme tarte aux fraises en forme de cœur. Et il dit, je savais qu'elle aimait les fraises et je lui fais un cœur parce que je suis amoureux d'elle et que c'est ma façon de lui dire que je l'aime et que je suis amoureux et elle le comprend. Et puis à l'occasion de l'anniversaire des 13 ans de Priscilla, il amène un gâteau énorme comme ça, comme cadeau d'anniversaire, mais il est pâtissier. Est-ce qu'on s'étonne que le garagiste fasse la vidange, si c'est le voisin qui fait la vidange de la voiture voilà. Là encore, c'est pour lui déclarer sa flamme, soi-disant. Et soi-disant, elle comprend, elle reçoit le message. Je crois qu'elle a juste reçu le gâteau et voilà, elle a mangé le gâteau avec sa famille, elle n'a rien eu d'autre. Mais après, en sachant que Leroux est un pervers, effectivement, mais seulement après, hélas, on peut se dire peut-être qu'il y avait ces signes qui pouvaient inquiéter. Le pervers est quelqu'un qui surinvestit une image sociale qu'il a parfaitement intégrée, qui lui dicte des comportements de normalité. Il est bon père, il est bon tout ce qu'on veut, il est bien, sous tout rapport. Mais d'un autre côté, il y a ce qui ne doit justement jamais être révélé. Le pervers est aussi quelqu'un qui surinvestit sa capacité de dissimulation. Rien ne doit transparaître de sa perversité cachée. Entre les 12 ans et les 14 ans et demi, évidemment, Priscilla évolue. Elle perd le goût d'aller faire des gâteaux chez Leroux. Elle a d'autres centres d'intérêt, d'autres préoccupations, donc elle va aussi déménager. Les parents vont plus être dans le lotissement où ils se sont connus. Et du coup, Leroux va très mal le vivre.
Il se sent abandonné, il le dira. Elle m'a abandonné, elle a abandonné Marion et elle m'a abandonné aussi. Il ne peut pas supporter d'abord l'abandon et il ne peut pas supporter qu'elle vive sa vie en dehors de cette espèce de vie de couple qu'il s'est imaginé. Et il va même plus loin, il va lui déclarer son histoire, il va lui déclarer son amour, il va lui dire qu'il l'aime. Et elle va rigoler. Et d'ailleurs, à partir de là, le compte à rebours est lancé. Il prend conscience qu'une relation amoureuse, au sens de relation affective, émotionnelle, n'est pas possible, mais le fantasme reste actif, et ce qui reste, alors, ça n'est plus la relation sexuelle, émotionnelle, mais la fonction sexuelle, la pulsion sexuelle, brute. Alors, l'équation devient la seule façon que j'aurai de te posséder, c'est de t'abolir. Donc si ça ne peut pas être sa chose, c'est typiquement le cheminement des prédateurs, eh bien je supprime la chose. Et il a supprimé Priscilla. Tuer, c'est posséder. Oui. C'est la forme ultime de la possession lorsque aucune autre forme n'est possible. Leroux, l'auteur de l'assassinat, a préparé son coup et il l'a préparé de longue date. C'est assez effrayant parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, ça fait à peu près 1 an qu'il prémédite son action et qu'en tout cas, dans les semaines ou au moins dans les jours qui ont précédé, il a rôdé autour de la ferme et il a épié sa victime. Le matin des faits, ce fameux 8 février, alors qu'il ne travaille pas, que c'est son jour de repos, il va quand même se lever à 6h30 du matin. Et il va prendre sa voiture, il va partir. On sait qu'il a préparé un rouleau de scotch dans le coffre de la voiture et qu'il a, d'après ses dires, un couteau sur le siège passager. Ses intentions ne sont évidemment pas les meilleures à ce moment-là. Il se cache sous le hangar et, c'est effrayant, il voit les parents partir. Il voit le père partir à 6h30, il voit la mère suivre à 7h moins le quart. Et là, il sait que la voie est libre. Il sait que Priscilla est seule dans la maison. Il veut faire peur à Priscilla, mais pas avec les morceaux de carreaux cassés. Il veut apparaître le visage masqué et il veut que ce soit ce masque qui fasse peur à Priscilla. À certains moments, Priscilla va être alertée par un bruit. Elle entend quelque chose à l'extérieur. Et c'est pas la première fois qu'elle entend quelque chose parce que dans les jours qui ont précédé, elle a déjà entendu des bruits comme ça. Elle voit ce masque, ce visage horrible, cette espèce de monstre qui apparaît. Et elle sait évidemment pas qui c'est. Elle se met à hurler et elle cherche à s'enfuir. Elle va sortir de la salle de bain. Elle va finir par s'échapper par la fenêtre du salon. Et elle va courir dans la cour et elle va emprunter le chemin. En fait, elle court tout droit devant elle. Elle est pieds nus, en pyjama. Le jour se lève à peine. Priscilla s'élance sur les 600 mètres de chemin goudronné qui relie la ferme à la route départementale. Son unique espoir. Il la repousse peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le corps se retrouve sur le bas-côté de ce chemin. Et puis, quand il a terminé son œuvre, il s'en va.
Il va reprendre sa voiture. Il faut quand même être capable de conduire normalement, tranquillement, de reprendre possession de tous ses esprits après avoir poignardé à ce point une enfant de 14 ans et demi, de 60 coups de couteau. C'est pas rien. Dans ce contexte massif de régression psychique, il ne s'appartient plus. Une fois que la séquence qui doit aboutir à l'assassinat est enclenchée, il est à la lettre hors de lui. Il ne raisonne plus. Cette folie meurtrière passée, il s'en va, il va mener une vie normale. La dissimulation ne lui pose aucun problème. Quelques heures après son crime, Didier Leroux, l'assassin, reprend son masque d'ami fidèle et bienveillant. Le soir des faits, c'est-à-dire ce 8 février au soir, les parents de Priscilla vont trouver refuge chez l'assassin de leur fille. C'est pas le loup-garou dont de toute façon on pourrait se méfier. Non, c'est quelqu'un de normal que vous avez côtoyé tous les jours. Ça, c'est une trahison insupportable. Ce type, c'était mon pote. Il venait boire des canons avec moi. On dînait ensemble. Il y a en plus une certaine dimension surréaliste, je trouve. Pour les Ciati, c'est épouvantable. Il y a déjà la douleur de l'assassinat, la perte de leur enfant, leur vie brisée. C'est quelque chose de dramatique à tout point de vue. Ça vous fout une vie en l'air. Ce procès doit avoir lieu parce que il faut que Leroux dise devant eux qu'il a tué leur fille. Et pourquoi? Par conséquent, le procès, il sert à ça, et c'est ça aussi qu'ils attendaient. De le voir pour être capable de passer à l'après, s'il peut y avoir un après. On est en présence d'une personnalité totalement narcissique, totalement centrée sur elle-même, pour qui la réalité de la personne de Priscilla a totalement disparu. Et d'ailleurs, M. Leroux, au moment de l'expertise, a cette phrase absolument sidérante. C'est terrible ce qui m'arrive. Comme si il avait eu une espèce de légitimité à agir comme il l'a fait. Légitimité du fait qu'il ne serait pas responsable, mais c'est Priscilla qui serait responsable de ce qui lui est arrivé. Le procès de Didier Leroux s'ouvre le 12 novembre 2003 à Melun. 2 ans et demi après les faits, le public découvre le vrai visage de l'assassin. Alors moi j'ai été très surpris quand j'ai vu Didier Leroux arriver dans le box des accusés de la cour d'assises de Melun, parce que j'avais une photo de lui. J'avais trouvé une photo de lui à l'époque des faits, au moment de l'enquête. Et je ne l'imaginais pas du tout comme ça. C'est un tout petit bonhomme, petit brun, insignifiant. C'est quelqu'un de tout à fait terne, de tout à fait banal. Vous le croisez dans la rue, vous ne le reconnaissez pas. Le personnage ne colle pas du tout avec ce qu'on sait du crime. Il n'a rien de particulier, et il ne réagit pas, et il ne parle pas. C'est pas le bon casting, il n'a pas le bon costume, mais c'est lui quand même. Mis en accusation pour assassinat, Didier Leroux va d'abord plaider la thèse du scénario d'épouvante qui dérape. Une façon de nier la préméditation pour que la peine soit plus légère. Je crois que Didier Leroux a voulu s'en sortir. Il ne voulait pas aller en prison, comme assez souvent les personnes qui commettent des infractions, c'est évident. Et il a essayé quasiment jusqu'au bout de plaider un coup de folie, en disant qu'il était devenu fou amoureux de cette jeune fille, qu'il voulait la voir pour lui parler et qu'il avait pété les plombs, je crois que c'est pour sa propre expression. Donc la crainte à ce moment-là de la famille, c'est d'imaginer que les juges puissent penser qu'il a pu agir comme ça par dépit amoureux et que finalement ça lui fasse peut-être bénéficier de quelques circonstances atténuantes. Ça, c'est quelque chose qui les épouvante. La façon de se défendre de Leroux était de dire j'avais ces objets sur moi, mais c'était pas pour les utiliser, c'était pour lui faire peur. Et j'envisageais à aucun moment de les utiliser. Donc j'avais le couteau, j'avais le masque, c'était vraiment pour lui faire peur. Pour pouvoir la violer, parce qu'il reconnaissait dès le départ qu'il voulait la violer, mais il disait si les choses s'étaient bien passées, je serais reparti et elle m'aurait pas reconnu.
Il aurait pu lui raconter des histoires effrayantes, je ne sais pas. Il aurait pu même imaginer de se masquer et de lui faire peur derrière un carreau, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, si on ne veut pas tuer, on ne prend pas tous les outils qui permettent de tuer. À minima, va expliquer qu'il est juste venu pour lui faire peur. Etc. Le résultat, c'est qu'elle a reçu 60 coups de couteau et qu'elle est morte. Donc, il peut aussi venir expliquer qu'il voulait lui offrir une tasse de thé, et ça, c'est pas prévu par le code pénal. Mais au fil des audiences, le masque tombe. Petit à petit, Leroux révèle la vraie nature de son crime. Et j'ai cette liberté par rapport au président qui, lui, doit rester totalement neutre, de pouvoir peut-être être un peu plus incisif. Donc je l'ai interrogé longuement et il a fini par reconnaître qu'il avait prémédité les faits parce qu'il avait, je crois que c'était à propos de gants qu'il avait emporté avec lui. Je lui posais la question de savoir pourquoi il avait emmené des gants si c'était pas prémédité, pourquoi il avait amené un rouleau de scotch, et là finalement il a fini par craquer et il a reconnu qu'il avait préparé à l'avance ces faits. Alors, restait à déterminer s'il voulait la tuer ou non, mais la thèse qui était la thèse des policiers qu'ils ont repris à l'audience était qu'il avait de toute façon envisagé de la violer et qu'il savait de façon quasi certaine qu'à partir du moment où il était reconnu, puisqu'ils étaient très très proches, il devait obligatoirement la tuer. Donc je crois que c'était un processus qui était inscrit bien avant que ce jour-là il aille à la ferme des Écrennes. Évidemment, il y a une énorme différence entre un viol et un assassinat. L'assassinat est irréversible, bien évidemment. Mais sur un plan psychologique, ce sont deux formes proches. Ce sont deux façons d'annuler de toute façon la subjectivité, la personnalité, l'affectivité, la liberté de la victime. La visée profonde et sa jouissance profonde, à ce moment-là, elle est dans la destruction. Il s'est découvert assassin, il s'est découvert dans le plaisir de l'assassinat, et c'est encore une fois très fort. Aux assises, à un moment donné, il a dit j'ai pris du plaisir en la tuant. Donc en prenant du plaisir en tuant quelqu'un, quand on a découvert ça, et c'est le propre des meurtriers en série, quand on a découvert ce plaisir-là, on a envie de le retrouver, surtout quand dans sa vie on n'en a aucun autre. Dans cette affaire, j'ai requis la réclusion criminelle à perpétuité. C'est une réquisition généralement assez rare, parce que j'estimais que l'individu était extrêmement dangereux. Il avait manifesté à l'audience des sentiments de plaisir au moment de la commission des faits. Il ne manifestait que très peu de remords, et j'estimais qu'il fallait qu'il soit mis hors d'état de nuire pendant un temps relativement long. Didier Leroux a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Dans l'univers du crime organisé américain, peu de figures ont suscité autant de fascination que Richard Kuklinski. Contrairement au chef mafieux flamboyant ou au braqueur médiatique, il présente une image étonnamment ordinaire. Marié, père de famille, vivant dans un quartier résidentiel du New Jersey, il semble mener une existence relativement banale. Pourtant, derrière cette façade se cache une histoire qui va alimenter des décennies de débats, de documentaires et d'ouvrages spécialisés. Selon les autorités et selon ses propres déclarations, Kuklinski aurait participé à de nombreux meurtres liés au monde criminel entre les années 1970 et 1980. Sa réputation repose autant sur les crimes qui lui ont été attribués que sur l'image qu'il a lui-même contribué à construire après son arrestation. Les médias lui donnent rapidement un surnom devenu célèbre, The Iceman. Cette appellation est associée à sa réputation de tueur particulièrement froid et détaché émotionnellement. Dans les années qui suivent son arrestation, ses entretiens filmés vont renforcer cette image d'homme capable de parler de violence avec un calme déconcertant. Mais l'histoire de Richard Kuklinski est aussi une affaire complexe. Car entre les faits établis, les enquêtes policières, les liens avec le crime organisé et certaines affirmations spectaculaires faites par Kuklinski lui-même,
la frontière entre réalité et légende devient parfois difficile à distinguer. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'un homme apparemment ordinaire va devenir l'une des figures les plus célèbres du crime américain contemporain. Et que derrière cette célébrité criminelle se trouve une enquête qui commence bien avant son arrestation. Bien avant que son nom ne soit associé au crime organisé, Richard Kuklinski grandit dans un environnement que plusieurs témoignages décriront plus tard comme particulièrement violent. Né en 1935 dans le New Jersey, il passe son enfance dans un contexte familial difficile où les violences physiques occupent une place importante. Selon de nombreux récits, les brutalités qu'il subit durant ses jeunes années laissent des traces profondes. Plusieurs personnes ayant étudié son parcours considèrent que cette période joue un rôle majeur dans la construction de sa personnalité. Toutefois, comme pour de nombreux criminels célèbres, il est important de rappeler qu'une enfance difficile n'explique pas à elle seule les choix effectués plus tard à l'âge adulte. À mesure qu'il grandit, Kuklinski développe une réputation d'individu capable de réagir avec une extrême agressivité. Il s'éloigne progressivement des parcours traditionnels et commence à fréquenter des milieux liés à la criminalité. Dans les années qui suivent, il découvre différentes activités illégales qui lui permettent de gagner de l'argent tout en renforçant ses contacts dans le monde du crime organisé. Les enquêteurs estimeront plus tard que cette période constitue le véritable point de départ de sa carrière criminelle. Ce qui commence par des délits relativement classiques évolue progressivement vers des activités beaucoup plus graves. Kuklinski acquiert alors une réputation de plus en plus inquiétante auprès de certaines personnes évoluant dans les réseaux criminels de la région. Contrairement à de nombreux criminels qui cherchent la reconnaissance ou la notoriété, il apparaît souvent comme quelqu'un de discret. Cette discrétion contribue à alimenter sa réputation. Dans certains milieux, être connu comme un homme efficace et peu bavard vaut parfois davantage que la célébrité publique. Pendant ce temps, sa vie personnelle semble suivre une trajectoire différente. Il fonde une famille, entretient l'image d'un père de famille ordinaire et parvient pendant longtemps à séparer son existence domestique de ses activités criminelles présumées. Cette double vie deviendra plus tard l'un des aspects les plus fascinants de son histoire. Aux yeux de ses voisins, il ressemble souvent à un homme comme les autres. Aux yeux de certains criminels, il commence déjà à acquérir une réputation beaucoup plus inquiétante. Et dans les années 1970, cette réputation va progressivement attirer l'attention des enquêteurs qui cherchent à comprendre qui se cache réellement derrière Richard Kuklinski. Au cours des années 1970, Richard Kuklinski s'enfonce progressivement dans les milieux criminels du nord-est des États-Unis. À cette époque, plusieurs organisations liées au crime organisé exercent encore une influence importante sur certaines activités illégales, jeux clandestins, prêts usuraires, contrebande et diverses formes de trafic. Les enquêteurs estimeront plus tard que Kuklinski évolue dans cet environnement sans pour autant devenir une figure publique du monde mafieux. Contrairement à certains chefs criminels connus pour leur visibilité, Kuklinski semble préférer l'ombre. Cette discrétion contribue à bâtir sa réputation. Dans les témoignages recueillis au fil des enquêtes, il apparaît comme un individu capable d'exécuter des tâches dangereuses tout en attirant relativement peu l'attention. Une partie de la légende qui entoure son nom provient justement de cette période. Après son arrestation, Kuklinski accordera plusieurs entretiens dans lesquels il affirmera avoir travaillé comme tueur à gages pour différents acteurs du crime organisé. Certaines de ces déclarations seront considérées comme crédibles par les enquêteurs, tandis que d'autres feront l'objet de débats et de vérifications sans toujours pouvoir être confirmées de manière indépendante. Ce qui est établi, en revanche, c'est qu'il est impliqué dans plusieurs activités criminelles sérieuses et qu'il fréquente des individus liés à des réseaux illégaux. Les autorités commencent progressivement à recueillir des informations sur lui, mais comme souvent dans les enquêtes concernant le crime organisé, les preuves directes restent difficiles à obtenir. Durant cette période,
Kuklinski développe également une réputation de violence extrême. Les personnes qui le croisent dans certains milieux le décrivent comme imprévisible et capable de réactions particulièrement brutales. Cette image contribue à renforcer sa position dans un univers où la peur constitue souvent un moyen de pouvoir. Le surnom de « Iceman » apparaît plus tard et participe largement à la construction du personnage public. Il évoque l'idée d'un homme froid, détaché émotionnellement et capable d'agir sans remords apparents. Les médias s'emparent rapidement de cette image lorsqu'il commence à raconter son histoire. Pendant ce temps, sa vie familiale suit un parcours qui semble presque incompatible avec sa réputation criminelle. Il continue d'habiter dans un quartier résidentiel, entretient des relations familiales relativement normales en apparence et donne à son entourage l'impression d'être un homme ordinaire. Cette coexistence entre une vie domestique stable et des activités criminelles présumées devient l'un des aspects les plus intrigants de son parcours. Pour les enquêteurs, cependant, les soupçons s'accumulent progressivement. Plusieurs affaires criminelles semblent graviter autour de son nom. Des informations provenant d'informateurs, des témoignages et différents éléments d'enquête commencent à dessiner un portrait inquiétant. Mais les autorités se heurtent à un problème majeur. Elles soupçonnent Kuklinski depuis un certain temps. Elles pensent qu'il est impliqué dans des crimes graves. Pourtant, elles ne disposent toujours pas de la preuve décisive capable de le faire tomber. Et cette situation va durer jusqu'au début des années 1980, lorsqu'une opération d'infiltration va enfin permettre aux enquêteurs de s'approcher suffisamment près pour construire un dossier contre lui. Au début des années 1980, les autorités disposent déjà de nombreux soupçons concernant Richard Kuklinski, mais elles se heurtent toujours au même obstacle, les preuves. Dans les milieux du crime organisé, les témoins coopèrent rarement avec la police et les personnes impliquées dans des activités criminelles ont souvent intérêt à garder le silence. Les enquêteurs sont convaincus que Kuklinski est dangereux, mais la conviction ne suffit pas devant un tribunal. Face à cette difficulté, les autorités décident d'utiliser des méthodes plus offensives. Des opérations de surveillance sont mises en place et plusieurs enquêteurs travaillent à établir des contacts susceptibles de fournir des informations exploitables. L'objectif est clair, obtenir des preuves directes plutôt que de simples soupçons. L'une des percées majeures intervient lorsqu'un agent infiltré parvient progressivement à gagner la confiance de Kuklinski. Cette approche exige du temps, de la patience et une extrême prudence. Les enquêteurs savent qu'ils ont affaire à un homme réputé méfiant et potentiellement violent. Une erreur pourrait compromettre toute l'opération. Au fil des rencontres, l'infiltration produit des résultats. Les conversations enregistrées permettent aux autorités de recueillir des éléments de plus en plus intéressants. Pour les enquêteurs, c'est une avancée considérable. Après des années passées à suivre des pistes fragmentaires, ils disposent enfin d'informations obtenues directement auprès du suspect. Pendant ce temps, Kuklinski continue de mener sa double vie. D'un côté, il conserve l'image d'un père de famille vivant dans un quartier résidentiel du New Jersey. De l'autre, il reste sous l'observation croissante des forces de l'ordre. Plus l'enquête progresse, plus les autorités estiment que le moment de l'arrestation approche. En 1986, les policiers passent finalement à l'action. Kuklinski est arrêté et inculpé dans plusieurs affaires de meurtre. Pour les enquêteurs qui travaillent sur son dossier depuis des années, cette arrestation représente une victoire importante. Ils considèrent avoir enfin neutralisé un individu qu'ils soupçonnent d'avoir commis des crimes extrêmement graves. La nouvelle attire rapidement l'attention des médias. Le contraste entre l'apparence ordinaire de Kuklinski et les accusations portées contre lui fascine le public. Beaucoup découvrent alors un homme qui semblait mener une vie banale tout en étant présenté par les autorités comme un criminel particulièrement dangereux. Les procédures judiciaires qui suivent vont progressivement conduire à plusieurs condamnations.
Mais ce n'est pas seulement le dossier criminel qui attire l'attention. Très vite, Kuklinski lui-même commence à devenir un sujet d'intérêt médiatique. Ses déclarations, ses récits et sa manière de parler de la violence contribuent à construire une image qui dépassera largement le cadre des procès. C'est à partir de ce moment que naît véritablement le personnage public du Iceman. Un personnage qui va fasciner des millions de personnes. Mais aussi un personnage dont certaines affirmations continueront à être discutées et contestées longtemps après sa condamnation. Car plus Kuklinski parle de son passé, plus une question apparaît. Où s'arrête la réalité? Et où commence la légende qu'il contribue lui-même à construire? Après sa condamnation, Richard Kuklinski entre dans une nouvelle phase de son existence. Pour la justice, il est désormais un criminel condamné à passer le reste de sa vie en prison. Mais pour les médias et le grand public, son histoire ne fait que commencer. Au cours des années qui suivent, Kuklinski accorde plusieurs entretiens qui attirent une attention considérable. Devant les caméras, il apparaît calme, posé et souvent étonnamment détaché lorsqu'il évoque des actes de violence. Cette attitude contribue fortement à sa réputation. Beaucoup de spectateurs sont frappés par le contraste entre la gravité des faits qui lui sont reprochés et le ton presque banal avec lequel il semble parfois les décrire. C'est durant cette période que le surnom de « Iceman » devient véritablement célèbre. Les documentaires, les émissions de télévision et les livres consacrés à son histoire diffusent l'image d'un homme capable de tuer sans émotion apparente. Cette représentation marque profondément l'opinion publique et transforme Kuklinski en l'une des figures criminelles les plus connues de la fin du XXe siècle. Cependant, à mesure que ces récits se multiplient, des questions apparaissent. Kuklinski affirme avoir participé à un nombre très important de meurtres et décrit parfois des liens étroits avec différentes structures du crime organisé. Certaines de ces déclarations correspondent à des éléments déjà connus des enquêteurs ou paraissent plausibles. D'autres, en revanche, suscitent davantage de scepticisme. Plusieurs journalistes, historiens et policiers examinent alors ces affirmations avec attention. Ils constatent que certaines histoires racontées par Kuklinski contiennent des incohérences ou des détails difficiles à vérifier. Dans plusieurs cas, les preuves indépendantes permettant de confirmer ces récits sont insuffisantes ou inexistantes. Cette situation crée un phénomène particulier. D'un côté, personne ne conteste qu'il soit un meurtrier condamné et un criminel extrêmement dangereux. De l'autre, l'ampleur exacte de certaines activités qu'il revendique demeure un sujet de débat. Peu à peu, l'affaire devient autant une question d'histoire criminelle qu'une réflexion sur la manière dont naissent les légendes entourant certains criminels célèbres. Les spécialistes du crime organisé soulignent souvent que la réalité est parfois moins spectaculaire que les récits popularisés par les médias. Pourtant, dans le cas de Kuklinski, la frontière entre vérité et mythe devient particulièrement difficile à tracer. Son histoire est racontée, amplifiée, adaptée et commentée pendant des décennies. Pendant ce temps, il reste incarcéré et continue d'alimenter l'intérêt du public. Chaque nouvelle interview est analysée. Chaque nouvelle déclaration suscite des discussions. Certains le considèrent comme un témoin privilégié du monde du crime organisé de son époque. D'autres estiment qu'il a largement exagéré son rôle afin de renforcer sa propre légende. Cette ambiguïté contribue à la longévité de son histoire. Là où de nombreux criminels disparaissent progressivement de la mémoire collective après leur condamnation, Kuklinski continue à fasciner précisément parce que son récit semble osciller entre faits établis et récits difficiles à vérifier. Mais au-delà des controverses, une réalité demeure incontestable. Des personnes ont perdu la vie. Des familles ont été détruites. Et derrière l'image médiatique du « Iceman », se trouve un homme reconnu coupable de crimes particulièrement graves. Une réalité que la légende finit parfois par faire oublier. Au fil des années,
Richard Kuklinski devient bien plus qu'un simple détenu condamné pour meurtre. Son histoire s'installe durablement dans la culture populaire américaine. Livres, documentaires, articles et adaptations cinématographiques contribuent à faire connaître son nom bien au-delà des cercles spécialisés dans l'histoire criminelle. Cette notoriété repose en grande partie sur plusieurs éléments qui, réunis, semblent presque contradictoires. D'un côté, il y a l'image d'un père de famille vivant dans une maison de banlieue, fréquentant ses voisins et menant en apparence une existence relativement ordinaire. De l'autre, il y a les accusations, les condamnations et les récits décrivant un homme impliqué dans une violence extrême. Cette dualité fascine le public depuis des décennies. Beaucoup cherchent à comprendre comment une personne peut maintenir deux identités aussi différentes pendant une longue période. Cette question revient régulièrement dans les analyses consacrées à Kuklinski, mais aussi dans l'étude d'autres criminels ayant réussi à cacher leurs activités derrière une apparence de normalité. L'affaire soulève également un autre sujet important, la tendance de certains criminels célèbres à participer eux-mêmes à la construction de leur propre légende. Les nombreux entretiens accordés par Kuklinski après son arrestation jouent un rôle majeur dans la perception que le public conserve de lui. Certaines de ses affirmations semblent crédibles, d'autres restent discutées. Cette situation rappelle aux historiens et aux journalistes la nécessité de distinguer les faits démontrés des récits qui reposent principalement sur les déclarations du criminel lui-même. Pour les enquêteurs, l'histoire de Kuklinski constitue aussi un exemple des difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit de poursuivre des individus liés à des environnements criminels complexes. Les enquêtes ont nécessité des années de travail, des opérations d'infiltration et la collecte minutieuse de preuves capables de résister à l'examen judiciaire. Sans ces efforts, une grande partie de ses activités serait peut-être restée inconnue. Lorsque Kuklinski meurt en 2006, l'intérêt pour son histoire ne disparaît pas. Au contraire, les débats se poursuivent. Certains chercheurs continuent d'examiner ses déclarations, tandis que d'autres analysent la manière dont son image a été construite dans les médias. Cette persistance explique pourquoi son nom demeure aujourd'hui l'un des plus connus parmi les figures du crime organisé américain. Mais au-delà des récits spectaculaires et des surnoms célèbres, l'affaire offre une leçon plus large. Les criminels les plus fascinants ne sont pas toujours ceux qui ont le plus de pouvoir, ni ceux qui attirent le plus l'attention. Parfois, ce sont ceux dont l'apparence ordinaire masque une réalité beaucoup plus sombre. L'histoire de Richard Kuklinski continue d'occuper une place particulière dans la mémoire criminelle américaine. Elle réunit plusieurs thèmes qui reviennent souvent dans les grandes affaires, la double vie, le crime organisé, les enquêtes de longue durée et la construction médiatique d'une figure criminelle. Pendant des années, il a vécu au milieu de personnes qui ignoraient largement ce dont il était accusé. Pendant des années, les enquêteurs ont tenté de comprendre l'étendue réelle de ses activités. Et pendant des années encore après sa condamnation, ses propres récits ont entretenu le mystère autour de son passé. Ce qui rend son histoire durablement fascinante n'est pas seulement la violence des crimes qui lui sont attribués. C'est aussi l'incertitude qui entoure encore certains aspects de sa vie. Une partie de son histoire est solidement documentée. Une autre appartient au domaine des affirmations difficiles à vérifier. Entre les dossiers judiciaires, les témoignages et les récits qu'il a lui-même racontés, Richard Kuklinski est devenu un personnage situé à la frontière entre le criminel réel et la légende criminelle. Et c'est précisément cette frontière qui continue d'alimenter l'intérêt pour son histoire des décennies après sa disparition.